Hello la famille, African Unit, footballistique. Are you ready? Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, amis sportifs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous qui concerne bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations 2019, 32e édition. Une Coupe des Nations qui est en train d'aller progressivement à la fin et on aura aujourd'hui les premiers matchs et les quarts de finale pour discuter de ces matchs mais également pour faire le point des précédents. Sur ce plateau, Marie-Paul Redombina, bonjour. Bonjour Aziz. Benny Banks, bonjour. Bonjour Aziz. Et Joseph Willy du service anglais de Label Radio et Télévision, bonjour. Bonjour Aziz. Alors, bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. On a eu droit il y a moins de 2 jours à ces dernières rencontres des huitièmes de finale, des matchs qui ont été très disputés également. Il y a eu d'abord un Côte d'Ivoire-Mali avec un peu de déception, peut-être venant des Aigles du Mali. Oui, un peu de déception si on peut le dire parce qu'on a vu des aigles sur le terrain qui sont allés très fort, des aigles dominateurs, mais des aigles qui n'ont pas concrétisé des actions de jeu. On a vu une Côte d'Ivoire à l'image des phases de poule qui, pour ma part, n'a pas forcément plu de par son jeu, mais la Côte d'Ivoire s'est montrée plus réaliste que le Mali et la Côte d'Ivoire passe pour les huitièmes. Est-ce que le réalisme n'est pas la marque des grandes équipes? Je dirais que si, hein. C'est dans ces rencontres qu'on voit que les grandes équipes ont toujours ce côté de réalisme. Et c'est très important déjà sur cette rencontre. On a vu une équipe malienne qui avait tellement envie, très dynamique, portée vers l'avant, mais qui pêchait toujours sur les dernières actions. C'est une rencontre où le Mali pouvait sortir de là avec 3 buts si elle concrétisait agréablement toutes ses actions offensives. Mais en face, on a une équipe expérimentée qui n'est autre que la Côte d'Ivoire, qui n'a attendu que l'occasion idéale pour scorer lors de cette rencontre. Parce qu'au finish, on peut voir la possession de balles, on parle de 60-40, ça prouve à suffisance que le Mali a bien dominé cette rencontre, sans oublier les tirs cadrés qui sont 18 pour le Mali et 7 pour la Côte d'Ivoire. Donc le Mali a bien dominé cette rencontre, mais a pêché dans le dernier carré. Une domination stérile, Joseph Willy? Oui, une domination négative. Ce qui te manquait dans l'équipe malienne, c'était la maturité au niveau du joueur par rapport à l'équipe de Côte d'Ivoire, qui était de grande équipe, beaucoup d'expérimentés. Dans mon avis, je pense que les Maliens étaient beaucoup couru dans le terrain par rapport dans le football aujourd'hui. Je pense que c'est le ballon qui court plus que le joueur. Mais ils ont couru, laissé le ballon qui fait marquer, tomber comme il ne fait pas. Mais je pense que ce qui manque dans cette équipe malienne, c'était la maturité. Mais Côte d'Ivoire, ils ont monté d'expérimenter. C'est une équipe qui a des joueurs de qualité pour gagner de ce match. Et des joueurs de qualité à l'image de Wilfried Zaha qui a inscrit ce but. Wilfried Zaha qui est pourtant très jeune aussi. Qui a sa première Coupe d'Afrique des Nations. Oui, qui est très jeune, qui a sa première Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'occasion pour lui d'exploser parce qu'on sait également que la Côte d'Ivoire, c'est une nation qui, chaque année, nous sort des très bons attaquants. Et pour Zaha, c'est l'occasion également de confirmer sa place, hein, parce qu'il faut dire que dans le secteur offensif, il y a beaucoup de concurrence. Pépé, jusque-là, qui ne s'en sort pas encore. Zaha ne fait que confirmer sa place et peut-être, pourquoi ne pas devenir l'attaquant ivoirien qu'on attend après Didier Drogba. Marie-Paul Redombina, vous parlez souvent de la binationalité de ces joueurs africains. Eh bien, Wilfried Zaha, c'est un binational qui aurait pu jouer pour l'équipe d'Angleterre, mais qui avait fini par faire le choix de la Côte d'Ivoire après avoir été révélé à Crystal Palace. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il aurait pu jouer pour l'équipe d'Angleterre et on sait également que c'est une formation qui, depuis 3-4 ans, a des véritables attaquants. Vous avez des joueurs comme Sturridge qui ne sont plus titulaires en équipe nationale parce qu'on a des jeunes qui poussent, les Sterling, les Lingard. Et franchement, pour Zaha, se positionner au sein de cette attaque, il a peut-être vu que ça devait être difficile et il a opté pour la Côte d'Ivoire. Et pourtant,
on note quand même que la Grande-Bretagne lui a fait la cour pendant longtemps parce qu'il y avait peut-être quelques promesses. En tout cas, il réussit son entrée au sein de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Pour la suite, qu'est-ce qu'il devrait ajouter les joueurs ivoiriens pour peut-être franchir le cap de la Tunisie en quart de finale? Moi, je pense que pour jouer collectivement, c'est ça qu'il faut. Quand on regarde la dernière match, le Malien était bien occupé du milieu du terrain, sans empêcher les Côte d'Ivoire de jouer leur match. Mais quand on regarde le but qu'il a marqué, qui a donné le ballon, était décidé pour lancer le ballon hors du milieu du terrain. Qu'il a marqué. Tu vois, dès sa tentative au goal, c'était comme ça. Ils ont lancé le ballon hors du milieu du terrain parce que le Malien était bien placé au milieu du terrain. Pour marquer de cette but, était lancé le ballon hors du milieu du terrain qui a permis Zaha de marquer de cette but. Nous allons ensemble voir après les commentaires sur ce match qui a été le joueur de la confrontation. Un joueur du match qui est Dembélé. Moussa Marega. Ah, pardon, Moussa Marega. Moussa Marega de Porto. Il était 1000 fois meilleur que cette équipe ivoirienne. Mais bon, on n'a pas été réalistes devant. Ils ont été réalistes. On est très déçus ce soir parce que franchement, on ne nous a pas mis en danger une seule fois cette équipe. Et sur un ballon, une mise en tente et un but. On est très déçus. On est très déçus parce qu'on était 1000 fois meilleur que cette équipe et on est très déçus. À la finalisation, tout simplement. Si on marque, je pense qu'on se qualifie. Si on ouvre le score, même, je pense qu'on repart avec un gros score, 3-4-0, je pense, facilement. C'est triste. Parce qu'on était 1000 fois meilleurs. On était, franchement, je pense qu'on était la meilleure équipe. Je pense au vu de tout le monde, on était vraiment la meilleure équipe ce soir. On a montré qu'on avait des jeunes joueurs très talentueux. Mais ça montre une bonne image du Mali. On sort avec la tristesse, mais avec on a beaucoup d'ambition pour le futur et je pense que ces jeunes-là vont écrire l'histoire de ce pays, Inch'Allah. Non, pas du tout. L'histoire, on s'en fout. Il y en a qui ont joué contre la Côte d'Ivoire, c'était d'autres joueurs. Aujourd'hui, on avait des nouveaux joueurs, on avait beaucoup de jeunes. L'histoire, on n'en a rien à foutre et ce soir, c'était le Mali 2019 face à la Côte d'Ivoire 2019. Ils nous ont battus. C'est clair, net et précis. Le dépit du joueur du match malien. Oui, moi je suis d'avis avec Moussa Marega. On laisse l'histoire aux historiens. Là, c'est une nouvelle équipe malienne. Peu importe les scores d'avant, peu importe ce que dit l'histoire d'avant, dans les rencontres au cours de laquelle se sont confrontées les deux équipes, ça on laisse pour l'histoire. Le Mali a montré une belle performance face à la Côte d'Ivoire, mais le Mali n'a pas été réaliste. Il est peut-être dur avec ce genre de propos, mais je pense que ça, on peut le lui accorder. Il est plutôt déçu de ne pas passer parce que ça, il faut le dire, le Mali a fait une belle CAN. Le Mali nous a montré du beau jeu, mais hélas, la Côte d'Ivoire a été plus forte. La Côte d'Ivoire a été plus forte, donc l'histoire s'est répétée, puisque le Mali n'a pas réussi à battre la Côte d'Ivoire en Coupe des Nations. Ça, c'est... comment on appelle? Ça, c'est quelque chose que Mali doit briser. Parce que là, le Côte d'Ivoire, il comprendre que même si Malien il marque 10 buts, Côte d'Ivoire va marquer 11 pour taper le Malien. Donc c'est pour ça que... parce que pour nous, le Nigeria, on a fait un problème comme ça entre le Cameroun. À chaque fois qu'on raconte le Cameroun... En Coupe des Nations. Elle était de bête noire pour le Cameroun. Après, cette situation a été brisée en 2000. Donc depuis là, le Nigeria continue à chaque match de battre le Cameroun. Moi, je pense que ça va aussi arriver. Le Mali, ils sont prêts pour gagner le match
contre Mali, le Côte d'Ivoire, il peut faire ça. Mais le coach de Mali, il a encore beaucoup de travail avec l'équipe que j'ai vue. L'entraîneur malien a du travail. On a vu qu'il a misé sur une équipe très jeune, mais qui a péché par on va dire le manque d'expérience de la plupart de ses joueurs. Bien sûr, le manque d'expérience, et je dirais que c'est un très bon travail qu'il a fourni tout au long des éliminatoires et de cette Coupe d'Afrique. Et on a vu une équipe affamée, une équipe très organisée avec un très bon repli défensif. Déjà la rencontre contre la Côte d'Ivoire, il faut retenir que le Mali a c'est l'une des équipes qui a réalisé le plus grand nombre de passes derrière l'Algérie. On parle de 485 passes contre 228 pour l'adversaire. Ça prouve à suffisance, c'est une équipe qui joue bien. De toute façon, l'avenir nous promet de belles choses pour cette formation. Mais sauf que le Mali doit travailler dorénavant pour chercher les véritables tueurs. À l'exemple des Frédéric Kanouté, parce que c'était des attaquants, lorsqu'ils ont 3 occasions, il y a au moins une planquée. Et en Coupe d'Afrique, on ne rage pas des occasions. C'est une bonne équipe. Et on a vu également qu'au fur et à mesure qu'on a passé les étapes de cette compétition, le niveau a également grimpé. Les équipes qui étaient peut-être très bonnes dans le premier tour ne sont pas parvenues, comme le Mali, à le confirmer là en 8e de finale. Mais je pense qu'Aziz, quand on a également un Mali-Côte d'Ivoire, ce n'est pas rien. Comme je l'ai dit tantôt, le Mali, comme l'Algérie, le Mali nous a montré une belle prestation. Le Mali, c'est un beau jeu posé, collectif. Mais quand on a également un Côte d'Ivoire face à soi, c'est quand même plutôt lourd. Quand on sait que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas rien. C'est quand même les éléphants de Didier Drogba. Il faut. Bien sûr. Quand on a un Moussa Marega qui essaie d'emmener cette équipe malienne, comme l'a dit Benny Banks, une équipe plutôt jeune, c'est quand même difficile. En tout cas, le Mali l'équipe du Mali qui a une belle marge de progression avec des joueurs jeunes qui ont l'avenir devant eux, qui ont certainement appris de cette défaite contre les éléphants de Côte d'Ivoire. On a eu également lors de cette journée Ghana-Tunisie. Ghana-Tunisie, une rencontre difficile pour les Black Stars, mais aussi pour la Tunisie, mais qui a dû se dénouer sur, pas des détails, mais à l'épreuve fatidique des tirs au but. Bien sûr, une rencontre sur laquelle il y avait beaucoup d'interrogations parce que pour ma part, l'équipe tunisienne ne m'a véritablement pas encore convaincu dans le jeu. C'est une équipe qui se cherche un tout petit peu. On a remarqué que l'équipe ghanéenne était plus affamée, l'équipe ghanéenne était plus organisée. Elle avait tellement envie, mais sauf qu'en face, il y avait un gardien qui, au finish, s'est plaint de sa sortie parce qu'il a vu que tout au long de la rencontre, il a quand même sauvé cette équipe. La preuve, c'est que la Tunisie a eu une seule occasion, ils ont marqué, et le Ghana a égalisé sur un autogol de Bawi. Donc, ça prouve à suffisance que la Tunisie méritait quand même, parce que finir cette rencontre sur une note pareille à la 90e minute, égalisation, alors que vous êtes aux portes des quarts de finale, c'est difficile. Et la Tunisie est sortie du lot au tir au but. Mais pour ma part, c'est une rencontre qui ne m'a pas véritablement plu pour les deux formations. Alors, parce que j'attends beaucoup du Ghana, j'attends beaucoup de la Tunisie. Oui, mais les Black Stars du Ghana ont été présents. Les Black Stars du Ghana qui se plaignent également d'avoir eu une occasion de but qu'ils ont jugée tout à fait valide, refusée par l'arbitre. Bien sûr. Une talonnade d'un des frères Ayou. Ce but a été refusé. Pour ma part, moi je dirais que ce n'était pas un bon choix. Ce n'était pas une bonne décision de l'arbitre de toute façon. Un but qui semble pourtant limpide. On a ouais, André Ayou qui... Et on déplore l'absence de la VAR parce que franchement ce but il est valide. Mais justement, est-ce que pour ce type d'action, il était nécessaire d'aller chercher le VAR ou la VAR, puisque c'est clair qu'il n'y avait pas de hors-jeu, pas d'acte d'anti-jeu sur cette phase de jeu. Souvent, la VAR ou le VAR est sollicité pour les cas où il y a un doute. Et même pour les observateurs, pour tout le monde, il n'y avait aucune action litigieuse là-dessus. C'était un but valable. On a la passe de Partey, la talonnade d'André Ayou. Ouais. Je ne sais pas si c'est... On revient encore à parler de la problématique de l'arbitrage. À ce stade de la compétition, ces erreurs ne pardonnent pas parce qu'on se dit en même temps,
que les Black Stars devant cette équipe tunisienne qui ne plaît pas forcément par le jeu qu'elle nous montre, les Black Stars auraient pu se qualifier pour les quarts de finale, mais pour ma part, ça reste une grosse erreur d'arbitrage, une grosse erreur. Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas trop sur quoi l'arbitre se base ou s'est basé pour annuler ce but-là. Mais pour ma part, c'était un but. En tout cas, une belle passe. L'arbitre qui semble montrer la main, on ne sait pas très bien de quelle main il parle. De quelle main il s'agit. Certainement pour dire qu'il a fait. Je ne sais pas quelle main qui a montré, ce qui a tapé la main. Parce que quand le ballon était lancé par le corner, c'était l'effet d'abord par l'équipe tunisienne. Moi, je pense que peut-être c'était l'objet, parce qu'Ayou, il était la dernière personne. Il a reculé quand les autres. Ils ont venu avant qu'on a lancé le ballon. Certainement il a le marqué. nouveau, Je ne sais pas si il a jugé certainement le nouveau règlement aussi a été appliqué. Mais le nouveau règlement... Parce que certainement le nouveau règlement a été appliqué parce que nous ne connaissons pas encore toutes les règles. Mais le nouveau règlement, qu'est-ce qu'il dit à propos de ce type d'action? Il dit un ballon involontaire à moins de 1 mètre est forcément considéré comme une faute de la main. Non, mais attendez. Et là, sur l'action, je pense que son épaule est à moins de... Non, mais sur l'action, il n'y a pas de faute de main visible. Quand même. Enfin, non, le ballon frappe, le ballon rebondit. Joseph Willy, oui, une faute de main sur l'action. Normalement, elle est involontaire, mais avec le nouveau règlement, vu la distance, Moi, et pour que ma le part, ballon frappe sur l'épaule... il n'y a même pas de faute de main. Il n'y a pas de faute de main. Pour ma part, il n'y a même pas de faute de main. Encore la problématique de la VAR, parce que moi, je me dis, si les arbitres ont du mal à donner leur jugement, là, la VAR peut nous dire s'il y a eu faute de main ou pas. Parce que pour ma part, là, il n'y a pas de faute de main du tout. Peut-être là. Parce que la main n'était pas collée. Sur cette action, la main est décollée du corps. Sur cette action, on met en pratique le nouveau règlement. Ça veut dire qu'il ne doit pas se baisser à moins de 1 mètre. Le ballon est involontairement arrivé sur son épaule, involontairement. Mais la distance est moins de 1 mètre et le nouveau règlement dit à moins de 1 mètre, même si l'action est involontaire, automatiquement on siffle main. Et c'est un règlement que nous ne maîtrisons pas encore. Peut-être qu'il va falloir des séances d'explication pour mieux intégrer les nouveautés de ce règlement qui est entré en vigueur, on le rappelle, au mois de juin dernier et qui a été depuis vulgarisé en partie au niveau des arbitres par la Confédération africaine de football. Et on salue l'arrivée sur ce plateau de supporters des Super Eagles du Nigeria, mais aussi des Lions du Sénégal. On rappelle que nous reviendrons bien sûr sur les matchs du jour. On aura notamment à 16h Lions du Sénégal, Lions de la Teranga, Écureuil du Bénin. Et un peu plus tard, les Super Eagles du Nigeria vont croiser le fer avec les Bafana Bafana d'Afrique du Sud qui ont provoqué un coup de tonnerre en éliminant le pays organisateur, l'Égypte. Mais avant de poursuivre sur ce match des Black Stars, je crois qu'à partir de tout à l'heure, on va avoir l'introduction de la VAR ou du VAR. On espère que ça va faciliter les choses et que ça provoquera moins de soucis. Vraiment, on l'espère, avec tout ce qu'on a vu, des pénaltys pas sifflés, des buts refusés. Vraiment, on espère que la VAR, quand elle rentrera dans la compétition aujourd'hui, la VAR fera du bien à tout le monde. Alors la VAR devrait faire du bien à tout le monde. Joseph Willy, vous avez des appréhensions? Oui, la dernière fois, nous avons parlé le nom. Comment le nom affectait certaines équipes. Moi, je pense que c'est le moment où le Ghana a changé leur petit nom de l'équipe qui s'appelle le Black Star. Mais parce que quand on regarde le star, l'étoile, il n'y a pas le Black Star. Tout le star, ça brille. Mais quand tu portes le Black Star, à chaque fois, ça va te compter, on va compter sur toi parce que le Black Star n'est pas brillé. Donc, les Black Stars ne brillent pas. Ça, c'est la lecture de Willy. En tout cas, les Black Stars les Black Stars n'ont pas brillé face à la Tunisie suffisamment parce que finalement, ça s'est terminé au tir au but en faveur de la Tunisie, des Aigles de Carthage. Et on a eu également un homme du match que nous allons découvrir juste derrière.
Mobarak Ouakassou qui est l'homme du match indiscutablement. Disputable. Mérité. Parce que j'avais lu la dernière fois que l'homme que je n'ai pas vu dans l'équipe de Ghana, c'était Ouakassou. Ouais. Mais le seul du jeu là, il a pourquoi je suis là. Donc Ouakassou, c'est le joueur que j'aime bien, il connaît ce qu'il fait avec son pied gauche. Donc c'est l'homme de match de la vérité. Bien dommage qu'il sorte de la compétition de cette façon-là, mais bon. Mais je veux tout le monde, Aziz, si vous me le permettez, revenir sur la sortie prématurée du portier tunisien. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans la tête d'Alain Giresse de faire sortir le monsieur pour les tirs au but. Mais ça a été un Mais en coaching fait, gagnant. De toute façon, Oui, un coaching gagnant, mais moi je pense que ça joue dans le mental du gardien. Mais- En même temps, il fait un 90 minutes pas impeccable, mais quand même, pourquoi le sortir? non, mais de toute façon, moi, Mais Alain Giresse, je crois que comme tous les entraîneurs, cherche les résultats. mais bien sûr. Et puis derrière, je dirais que c'est le gardien tunisien qui s'est mal comporté parce qu'il était au courant de sa sortie. Il savait qu'il devait sortir à un certain moment si le score restait là après le Ah, 80. lui, Parce que le spécialiste lui, des tirs au non, but, Voilà. c'est Et le dans chaque remplaçant. équipe, et dans chaque équipe, souvent après la phase de poule, on travaille beaucoup sur la séance de tir au but. Et l'équipe tunisienne connaît qui est le meilleur à ce poste. De toute façon, le gardien sortant, il était au courant qu'il devait sortir. Et il a fait comme C'est s'il juste n'était qu'à pas au cause de la courant. rencontre et à cause du résultat, l'effet de jeu, il voulait poursuivre le match. Mais au finish, on l'a vu quand même acclamer la prestation de Il son a été obligé coéquipier. Voilà. d'acclamer On a vu, le bel arrêt de de, toute- c'est de pas, son c'est pas le coéquipier. premier cas. On a vu un cas similaire avec Chelsea il y a quelques mois. Voilà, lors de, je sais pas. Et il y avait eu plus loin le cas de Mido, Voilà. avec, qui n'était pas gardien mais attaquant avec les pharaons d'Égypte, Ahmed Chehata, Certains qui l'avait sélectionneurs sorti et travaillent- qui avait remporté, enfin qui avait... Certains sélectionneurs travaillent avec cette méthode, souvent en phase qualificative directe. Après la phase de poule, on a vu le cas avec la Hollande. La Hollande a 2 gardiens, mais il y a un gardien qui est super bon au tir au but. Voilà. Qui Et encore, c'est- lors du dernier mondial, est rentré, a arrêté les tirs au but. C'est pareil pour les attaquants, on parlait là Mais de- c'est parfois méchant, mais sauf que quand tu es Le au choix courant de- que tu dois sortir, tu sors tranquillement. on parlait du choix Parfois d'Ahmed méchant. Chehata qui avait Ouais. sorti Mido et qui l'avait fait remplacer c'était par la- quelqu'un qui avait marqué et fait gagner l'équipe. Oui, c'était la même chose contre Ghana, de cette match contre la U. Il avait boudé. Pourquoi lui on a, Kepa a fait la même chose oui, avec Chelsea, il ne voulait pas sortir, c'était infernal. Écoutez, on va, avant de poursuivre et d'aborder la deuxième partie de cette émission pour parler des matchs du jour et de donner la parole à nos amis supporters qui sont sur ce plateau, eh bien nous allons voir en image le résumé des matchs des 8e de finale avec justement cette compilation réalisée par Bruno. En ayant marqué désormais 9 buts, donc un vrai candidat au titre. Avec son entraîneur et la détresse des Maliens. En image, les sensations des 8e de finale dans cette compilation, des larmes, mais également de la joie. On a vu de fortes images. Ça nous permet d'arriver sur le thème de cette émission, le thème général. Ça passe ou ça casse. On est en 8e de finale désormais. Ce sera à qui tout double. Un quitte au double, on n'a plus droit à l'erreur quand on rentre dans ces quarts. Soit on est là pour jouer, soit on n'est pas là. Donc les quarts de finale commencent aujourd'hui. On aura un Bénin-Sénégal. Sénégal qui va déjà en tant que favori. Le Bénin entre griffes, un petit poussé qui va tout doucement, mais qui va fort. Et on attend de voir ce premier choc entre le Sénégal et le Bénin, un derby Afrique de l'Ouest. Alors, Sénégal-Bénin, messieurs, bonjour.
On va commencer par nos amis du Sénégal, puisque c'est le match le plus proche. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui à Libreville, par exemple par le 12e Gaïndé, pour cette rencontre importante des quarts de finale? Bonjour à tous les téléspectateurs. Comme l'accoutumé, depuis que nous avons entamé la Coupe d'Afrique, il y a une fan zone qui est organisée au niveau de l'ambassade du Sénégal. Donc tous les matchs du Sénégal, nous les suivons dans cette enceinte-là. Et j'appelle aussi à tous les Sénégalais, à tous les supporters des Lions, de venir à 16h pour supporter les Lions. Nous allons, comme j'ai dit d'habitude, le but c'est remporter la Coupe d'Afrique. Alors l'objectif c'est de remporter la Coupe d'Afrique, mais il va falloir d'abord se débarrasser des écureuils du Bénin cet après-midi. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement l'équipe a appris de ce qui s'est passé avant pour mieux aborder la suite de la compétition? Je pense que le déclic de cette équipe du Sénégal, c'est le match contre l'Algérie. Cette défaite nous a fait grandir, a permis à Aliou Cissé de changer sa tactique. Là, depuis ce match-là, il joue en 4-3-2-1. Et au milieu du terrain, nous avons vu que CV part titulaire. Et aussi, de même qu'il a revu ses latéraux, le positionnement de ses latéraux. Et le Bénin aussi, c'est une équipe qui nous a toujours souri. Si on se rappelle bien, nous avons éliminé le Bénin en phase préliminaire de la Coupe du Monde 2002. Et nous avons aussi fait un brillant parcours à cette Coupe du Monde. Cette fois-ci, nous allons éliminer nos amis béninois, on va rentrer chez eux et on va soulever la coupe. Donc, rebonsoir. Excusez-moi pour mon terme vocal. Donc, vous pensez que les Lions de la Teranga iront à bout de cette équipe béninoise? Le Bénin, qui, il faut le préciser, mange des lions depuis le début de la compétition. Hein. Il faudra se rappeler, le Bénin n'a pas encore de victoire. Hein. Il n'a que les matchs nuls. On va juste leur donner une petite griffe. Vu que c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, on ne va pas les chicoter. 1-0. 1-0. On a un supporter béninois à côté. Il peut avoir le micro. Bonsoir. Bonsoir. Vous pensez que l'équipe béninoise viendra à bout de la sélection sénégalaise? Je pense que lorsqu'on lance un regard sur l'ensemble des matchs de la Coupe d'Afrique, on se rend compte qu'il n'y a pas de petites équipes ni de grandes équipes. Et donc on va juste regarder le match et puis voir ce qui va se passer. Vous pensez qu'il y a un joueur qui se démarquera? Quand on sait que le Sénégal compte son Sadio Mané? Nous dirions que nous avons aussi le retour de Steve Mounier qui pourra faire bonne impression sur le terrain. Steve Mounier, qui on le précise, n'a pas joué les matchs de 8e de finale pénalisé pour avoir pris un carton jaune. On espère qu'il fera sensation pour ce derby de l'Afrique de l'Ouest. Derby de l'Afrique de l'Ouest, Joseph Willy, entre les écureuils du Bénin et les Lions du Sénégal. Sur le papier, ce sont les Lions du Sénégal qui sont favoris? Oui, sur le papier, c'est les Lions of Teranga qui sont les favoris. Mais attention de ce qui est réel. Ils peuvent faire de upset, comme on dit. Ils sont joueurs depuis que commencent de compétition. Il n'est pas encore perdu de match. Les Bénin, ils sont progressivement arrivés à ce niveau. Donc, moi, je pense qu'ils vont adapter leur tactique, qu'ils vont jouer contre le Cameroun, le Ghana, dans cette compétition. Mais on va faire très attention. Alors, on va demander à nos amis du Nigeria, comment vous voyez ce match Sénégal-Bénin? D'abord, je remercie Label TV pour l'invitation qu'il nous a fait pour participer à la fête du football africain. On vous remercie beaucoup. Comme les questions que vous m'avez posées entre les matchs de Sénégal et les écureuils du Bénin. Oui, par rapport à cette compétition, on a déjà vu depuis au départ qu'il n'y a pas une petite équipe. On a vu la Madagascar qui a battu le Nigeria le 3e match de la poule à 2-0. Il faudrait que les Lions de l'Anteranga se préparent fort pour cette rencontre parce qu'il n'y a pas une petite équipe. Merci. Do you think Senegal can beat Benin this afternoon in this match? Yes, if you look at it very well, with the quality of the Senegalese players,
we can say there is no match. But with the Beninois, the way they start this competition, it really shows that they are well prepared. They've played with the Black Stars of Ghana. They played 2-2. They play with the Lions of the Indomitable Lions of Cameroon. They play goalless draw. People were thinking that it is a game of luck. But with the Moroccans, they proved themselves that they are ready for this competition. Now, when you look at the two teams, Benin and Senegal, what do you think they can do, Beninois can do to win the match, considering the fact that you have players like Sadio Mane in attack, which is very sharp, can dribble one or two players, and then do you think Stephane Sessegnon can also do the same? It's what I've just said now, that if you look at the quality of the Senegalese team, we will say there is no match. But in this stage of competition, you cannot underrate any team. And I'm very sure that that match is going to be a very tough match. The Beninois, they are the small team, but they will not let their people down. I'm sure of that. Est-ce qu'on peut savoir également si Sadio Mané, en cas de penalty, aujourd'hui par exemple, serait en situation de tirer, ou bien ça a été définitivement réglé désormais en cas de penalty ou de coup franc, plus de Sadio Mané devant le ballon? Je pense que vous avez vu même la vidéo qui est devenue virale, là où Ghana lui dit qu'en Wolof, tu ne vas plus tirer nos penalties. Il lui dit, bon, ça c'est déjà réglé, parce que je prends la responsabilité de donner en cas de penalty en autre coéquipier de sans changer. Mais là, je me Mais demande tout dernièrement, il y a de... Aliou Cissé qui est revenu pour dire qu'il lui donne entière confiance de tirer les penalties. Je pense que maintenant, c'est à lui qui sera sur le terrain, le moment venu, s'il ne se sent pas à l'aise de tirer ces penalties, qu'il le cède à un autre joueur, parce que nous avons des joueurs qui sont mieux adaptés à tirer les penalties, que ce soit Mbaye ou bien Ari Seve, qui peuvent les Mais il faut envisager également. C'est là où je veux en venir en fait. Au cas où ils arrivent aux prolongations, tir au but, si en même temps Sadio Mané se sont aptes à tirer un penalty, je pense qu'il va foncer en même temps. Bien qu'il ait dit devant tout le monde qu'il ne le fera pas, mais je pense bien que s'il le sent, il le fera. Si la séance l'oblige, c'est clair qu'il va le faire. Mais personnellement, il a décidé de ne plus tirer les pénaltys parce que ce n'est pas son élément depuis plusieurs années. Parce que à Arsenal, il en tire, oui, allez-y. À Liverpool, il n'en tire pas. Pardon, à Liverpool. À Liverpool, il n'en tire pas. Et c'est le seul joueur impressionnant parce que cette saison, il a marqué près de 22 buts sans pénalty. Toute la saison confondue. À Liverpool, par exemple, c'est Salah et Mané qui tiraient les pénaltys. Mais à un certain moment, il n'y avait pas le rendement escompté. Donc, Klopp était obligé de revoir son tireur. Et là, il a désigné Milner. À un certain moment même, lorsqu'il se disputait le meilleur buteur, il y avait déjà Agüero qui était en embuscade, de même que Aubameyang. Les gens se sont dit, pourquoi pas ne pas redonner Salah et Mané à tirer les pénaltys pour qu'ils puissent finir meilleur buteur. Et puis, le club a resté sur cette position. Dans l'équipe du Bénin, on a de bons tireurs de pénalty, ça s'est vu la dernière fois. Est-ce qu'en cas de coup de pied arrêté ou bien de pénalty, au cours du match, il y a un joueur désigné que vous connaissez? Je dirais d'abord que le match précédent contre le Maroc nous a laissé montrer autant pour moi qu'il y a une panoplie de joueurs qui sont capables de tirer les pénaltys. Et qui, pourquoi pas, peut changer même l'entame du match si d'ailleurs il y a un pénalty. On a déjà on va dire, Kiki, le joueur Kiki qui est latéral gauche du Bénin. On a le retour d'Esteve Mounier qui tire aussi très bien les pénaltys. Autant de joueurs béninois qui peuvent facilement changer l'entame. Vous pouvez parler dans le micro? Oui, je disais tantôt que le match précédent, contre le Maroc, nous a laissé voir de façon limpide qu'il y a une panoplie de joueurs qui peuvent tirer les pénaltys. D'ailleurs, nous avons vu Kiki et Djigla
qui ont fait preuve de lucidité dans la manière de tirer le penalty. Donc ces joueurs-là peuvent, pendant ces joueurs-là contre le un match, Sénégal peuvent changer l'entame du match à partir d'un penalty. Sans oublier le vétéran, c'est Seignan. Hein. Du haut de ses 35 ans, je pense qu'il est encore capable, il a la maturité il est capable de le faire. Et l'exercice de la dernière fois a montré que c'est des très bons tireurs de penalty. Alors Joseph Willy, on vous laisse introduire l'autre match, Nigeria-Afrique du Sud. Yes, Nigeria and South Africa, it was going to be a very good game, especially when you look at from the fact that in terms of the previous head-to-head record with the South Africa in a game like this, Nigeria has been dominating. But just of recent in 2017, the South Africa beat Nigeria, even in Nigeria, in the qualifying in 2017. So I'm looking at South Africa. Nigeria will come out no matter how the South African play the team. The two players in South African team stand out. That is the Tassitao and Lodge. Okay. The Tassitao and Lodge, which I believe the Nigerian team must have to keep an eye on him. So if not, I think it is a game that will be very interesting. C'est l'occasion, Joseph Willy, de vous adresser aux supporters des Super Eagles qui sont là. Quel est leur sentiment à l'approche de ce match décisif qui va se dérouler ce soir? Okay, I have to ask you, how do you see the Nigerian match between South Africa? I will say that no matter what the Bafana team is going to play, Nigeria is going to win. We have the Super Eagles, and from the beginning of the match, they have been winning their game, only at the loss against Madagascar. But when you look at the quality of players, the Super Eagles will come out victorious. They played a very crucial match against Egypt, the host country, and they defeated Egypt. Do you think if a team that have the capacity to beat a host country, do you think they have any other team to fear? It's not a matter of beating a host country, but a matter of who the god of soccer is with. Because I believe the Nigerian team have the god of soccer with them, so they can beat anybody. Nigeria defeated Cameroon in the last match. Do you think if they go into this match with that spirit, they can get it? Yes, we defeated the champion, the last edition champion, Indomitable Lions of Cameroon, in a second round match. And it has given us a high spirit, because since we have defeated the last champion, we don't fear anybody anymore. We are ready to play with any opponent. Yes. But during the qualifiers in 2017, South Africa beat Nigeria at home, 2-1. And Nigeria have to play one all draw in South Africa. With that spirit and with their coach who understand Baxter, who understand Nigerian teams very well, do you think it will be an easy game for Nigeria? Okay, thank you very much. What you have just said make me to remember the history between Nigeria and South Africa. Nigeria and South Africa have met 12 times, and Nigeria have defeated South Africa 6 times. South Africa defeated Nigeria 2 times, and we have the rest other is draw. And we have been dominating them quite long ago. It's just the match you just mentioned now, in 2017 edition, that they defeated us 2-0 in Nigeria, and the second leg in their place we play draw. But that very match is just the beginning of the new coach. He have never know many players. I can say maybe it's because of that. Why I respect the South African team, because they have a quality player. But with that, we are going to come out victorious. Okay. What is your concern about the Nigerian team? About the Nigerian team, with what they have been playing in this competition, I cannot criticize them much. But what they have to do
the little concern about the team is the defense. They used to make a little error. With that, themselves, they have seen it. So I think they are going to make a little correction on that. Yes. Alors nous allons avoir ces deux matchs. On vient de recueillir les avis des supporters des Super Eagles présents sur ce plateau. On rappelle que nous avons là représenté un supporter du Bénin, du Sénégal et du Nigeria, des supporters qui sont venus nous rejoindre justement pour ensemble faire l'émission et pourquoi pas faire la fête, parce que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la fête du football, elle se déroule dans le fair play. On va par la suite commencer à recueillir les pronostics. Marie-Paul, on a deux rencontres. D'abord, Sénégal-Bénin. On va laisser à nos invités la possibilité de faire les pronostics. Peut-être d'abord avec notre ami du Bénin. Votre pronostic? Comme pronostic, je dirais 1-0 pour le Bénin. 1-0 pour le Bénin. On arrive au Sénégal. De toute façon, je suis confiante. Hein. Donc pour moi, c'est 2-0 pour le Sénégal, bien sûr. Mon ami, vous avez déjà participé. C'est beaucoup. Donc ce soir-là, vous faites vos bagages, vous rentrez avec un petit 1-0. Le reste du début, on va regarder pour les demi-finales et la finale. Et pour le Nigeria, combien face à l'Afrique du Sud? The match of today between Nigeria and Bafana Bafana is going to be 2-1. It's going to be 2-1. Nigeria will win the match 2-1, 2 goals to 1. Mais est-ce que vous avez pensé comme l'Égypte que le Nigeria peut sortir de la compétition? Parce que moi j'aime bien dire que cette CAN-là, c'est une CAN de toutes les surprises, où le Nigeria peut se faire sérieusement éliminer par l'Afrique du Sud. Est-ce que vous avez pensé à cette éventualité-là? D'accord. Vous savez cette CAN, le Nigeria n'était pas favori. Les 2 dernières éditions, nous n'étions pas dans les 2 dernières éditions. Et les gens ne nous comptent pas parmi les favoris dans cette compétition. Si, quand même, hein? Oui. Avec des joueurs comme Igalo. Malgré ça, le Nigeria reste une grande équipe sur le continent. Avec des joueurs comme Igalo, moi je pense que le Nigeria va favoriser face à cette équipe sud-africaine. Parce que les Bafana, ils n'ont pas produit du beau jeu juste avant les 8e de finale. Oui, vous savez, les grandes équipes ont toujours commencé à montrer leur football à partir des 8e de finale. Toute l'équipe, le Sud-Africain n'avait pas encore dit tous ces derniers mots. Et même les Super Eagles aussi ne vous a pas encore montré sa dernière cartouche. Hein. D'accord. Donc on la verra peut-être aujourd'hui face à l'Afrique du Sud. Yes. Ok. Et sur le plateau, pour vous, Marie-Paul Redombina, Bénin-Sénégal et Ghana-Nigeria. Bénin-Sénégal, moi je vais pour 1-2-0 en faveur des écureuils. Et puis Nigeria, bien sûr, Bénin-Sénégal, je vais pour 1-2-0 parce que j'y crois fortement à ces écureuils du Bénin. Pas que le Sénégal n'est pas fort, non, le Sénégal, mais moi, c'est un pronostic, hein, 2-0. J'y vais à fond. Et puis un Nigeria, Afrique du Sud, je vais pour un 2-1 en faveur du Nigeria. 2-1 en faveur du Nigeria. En faveur du Nigeria. Benny Banks. Moi, je dirais surprise quand même pour le match Sénégal-Bénin. Déjà que le Sénégal a fait venir 400 supporters supplémentaires, il y aura une belle ambiance. Ça promet des belles choses. Donc une grosse surprise. Attention aux Sénégalais pour la fin de cette rencontre. Et de l'autre côté, je dirais victoire du Nigeria. Joseph Willy. Sénégal, Spuriel, c'est un peu difficile pour moi pour faire de pronostic, mais entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, c'est 3-1. Joseph Willy qui est très optimiste, mais attention, le football parfois réserve des surprises. On a vu ce qui s'est passé entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, Gernot a rappelé qu'il respecte l'Afrique du Sud en conférence de presse parce que l'Afrique du Sud a éliminé le pays organisateur devant près de 80 000 personnes. C'est un exploit qu'il faut saluer et considérer. Oui, parce qu'il y a 2 joueurs d'Afrique du Sud que j'ai
qui m'inquiète. Taciton et Loche qui a marqué le but contre l'Égypte. Ces deux joueurs-là, si Nigeria de mettre les yeux sur des joueurs de l'Afrique du Sud, donc ça veut dire que l'équipe d'Afrique du Sud s'est bien neutralisée. Donc le Nigeria peut aller marquer le but comme il veut. En tout cas, nous avons recueilli les pronostics et on rappelle à tous nos amis des communautés présentes à Libreville et qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations qu'ils ont la possibilité, comme ceux qui sont là aujourd'hui à nos côtés et qui ont l'habitude désormais de venir participer à ce plateau. Ils auront la possibilité de se signaler et de se rapprocher de notre siège à Ngondje, Sizo Point et Likonia pour participer à l'émission, donner leur point de vue et leurs pronostics sur les matchs qui se jouent actuellement. Un mot de fin avant de nous séparer? Un mot de fin, j'espère que quand on reviendra pour l'émission, on aura eu de beaux matchs, de belles prestations et pourquoi pas de belles victoires. Mais je tiens à dire à Benny Banks qui a dit que beaucoup de supporters sont venus sur le terrain. Aziz Adewale Chondé nous l'a dit. Le stade égyptien, il était plein, à craquer, mais l'Égypte s'est fait battre par l'Afrique du Sud. Ouais, donc, ce n'est pas parce que le 12e Gaïndé sera à fond au stade que les Lions de la Teranga gagneront forcément. Donc, le football, c'est un beau sport et on espère que l'on aura du beau football sur le terrain. En tout cas, on rappelle que les Lions de la Teranga arrivent avec de gros arguments offensifs. Il y a beaucoup d'hommes capables de faire bouger les choses de ce côté-là. Et on espère de toute façon qu'on aura droit à de beaux matchs avec l'entrée, il ne faut pas l'oublier, de la VAR ou du VAR, qui parfois a fait couler beaucoup de larmes. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale. Très bonne suite de programme et à demain, même heure, même chaîne. Hello la famille, African Unit.